Étangs, mares, tourbières, longtemps considérés comme des milieux insalubres ou hostiles, ces milieux aquatiques appelés zones humides sont aujourd'hui reconnus comme un incroyable atout pour la biodiversité, notamment en forêt. Elles renferment en effet un grand nombre d'habitats où résident des espèces animales et végétales spécifiques, dont la plupart bénéficient d'un statut de protection. Ces zones humides restent toutefois menacées et coexistent fragilement avec la forêt, si bien que le rôle de l'homme peut être indispensable pour leur maintien. C'est ce que va nous expliquer Michel Quesnay, il est technicien forestier. Michel, des mares forestières comme celle-ci, il y en a quoi? Une centaine ou plusieurs centaines en forêt d'Orléans? Alors Stéphane, des mares comme ça en forêt d'Orléans, c'est plutôt de l'ordre de 1000. Ah, quand même! Certains de nos anciens collègues disaient même une mare par parcelle forestière. La forêt d'Orléans, 1500 parcelles. Ah oui, ça fait un peu de monde. Voilà. Alors on n'est pas sûr d'avoir une mare par parcelle, Ouais. mais 1000 mares dans la forêt, c'est sûr. Et vous, vous en avez repéré? Vous recensez combien? Alors depuis, Sur votre secteur ici? Depuis 6 ans que je suis référent environnement sur le massif, je suis à 150 déjà. 150. J'en suis déjà à 150. Il y a les mares et il y a ce qu'on appelle la zone humide. Est-ce que la zone humide, c'est ce qui est en périphérie de la mare ou ça n'a rien à voir? Alors c'est deux choses différentes. Là ici on est face à une mare. Vraiment pour parler d'une zone humide et pour la qualifier, il faut prendre en compte sa profondeur, Ouais. sa taille, la situation sur son bassin hydrographique. Il y a tout un tas de facteurs qui sont à prendre en compte. Et là, s'agissant d'une mare, si on veut vraiment caractériser une mare, c'est un petit écosystème aquatique. Et cet écosystème aquatique, on a coutume de dire qu'il ne doit pas dépasser 5000 m². D'accord, ça c'est vraiment la taille. 5000 m² maximum, après c'est quoi? C'est un étang? Au-delà, ça va être un étang, voilà. Alors par contre, on m'a dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait la différence entre une mare et un étang, dans un premier temps, c'est que dans la mare, surtout pas de poissons. Non, parce qu'en fait, les poissons ont la particularité de se nourrir d'un petit peu tout ce qui y passe, notamment les œufs de batraciens, donc tout ce qui est grenouilles, etc. Donc si on introduit des poissons dans une mare, ils détruisent l'écosystème, tout simplement. Et quand on parle d'écosystème, il y a une vraie vie dans une mare. Là, pour le coup, alors, sur la zone dans laquelle on est, là, moi, j'ai recensé à peu près une vingtaine d'espèces d'odonates, donc de libellules. Oui. On a une dizaine de taxons de grenouilles, de batraciens, donc Très bien. avec les tritons, notamment. Et puis, sur notre zone, là, pareil, on a à peu près 150 espèces botaniques. Comment est-ce que les mares sont alimentées? C'est quoi? Ce sont des sources qui les font apparaître ou est-ce que c'est à un moment donné le profil du terrain qui fait que hop, les eaux s'accumulent et font une petite mare? Alors, il y a ce que vous dites, le profil du terrain, ce qu'on appelle des dolines, mais des dépressions naturelles Ouais. créent des mares. Maintenant, les mares, généralement, c'est une origine anthropique. Ici, par exemple, on a des mares qui sont le résultat de trous d'obus. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais généralement, elles ont été créées, donc il y a très longtemps, comme abreuvoirs, soit pour le bétail, soit pour les animaux domestiques qui servaient à l'exploitation de la forêt, les chevaux par exemple, Bien voire sûr. même les chiens de chasse. On a des mares qui ont été créées pour la défense des forêts contre les incendies. Et puis ici, on a des mares, comme le site où on se trouve aujourd'hui, qui sont issues de prélèvements de matériaux. Donc là, on est sur une ancienne carrière qui a été exploitée dans la seconde moitié du 19e siècle, où on est venu extraire des matériaux pour empierrer toutes les routes qu'on a aux alentours. C'est-à-dire que ce que vous m'apprenez, c'est que la majeure partie des mares que l'on trouve en forêt ne sont pas forcément naturelles. C'est même quasi exclusivement d'origine humaine. D'accord. Ouais. Et ces mares, vous passez votre journée à les entretenir pour faire en sorte que justement l'écosystème puisse continuer à vivre à l'intérieur? Les mares, entre autres, font partie de la biodiversité courante qu'on gère au quotidien, si on peut dire. Est-il vrai, Michel, qu'au début du XXe siècle, il y avait beaucoup plus de mares qu'aujourd'hui et qu'elles ont été amenées à disparaître au fur et à mesure des décennies? Oui, malheureusement, Stéphane, là, on parle de 90% des mares qui ont disparu au cours du siècle dernier. Est-ce que le courant va toujours dans le même sens ou est-ce qu'au contraire, on a stabilisé les choses et est-ce que ça continue à disparaître? Alors, l'urbanisation prend en compte maintenant la disparition des mares. Donc, quand on crée un lotissement, quand on crée une autoroute, par exemple, on pense systématiquement à faire des bassins de rétention, qui sont par définition des mares, parce que c'est une zone fermée, dans lequel d'ailleurs on a une richesse insoupçonnée. Les mares autoroutières sont beaucoup plus riches que certaines mares qu'on a en milieu naturel. Donc ça, c'est une chose qui est effectivement prise en compte. Et il le faut parce que c'est 4% du territoire, les zones humides en France, et c'est 45% des espèces menacées.
Donc il faut effectivement que l'urbanisation prenne ça en compte. Et donc ça nécessite que vous vous mettiez à travailler avec vos équipes sur l'entretien des différentes mares? Là, alors ici, on est sur un site particulier parce qu'on est en zone Natura 2000. Donc de toute façon, on se doit de garder un milieu ouvert avec des espèces pionnières qui sont très particulières et qu'on cherche à préserver, voire à étendre, et qui sont parfois rares ou menacées en France et dans le monde. Et donc, sur ce site, on va être amené à intervenir à échelle de 5 ans à peu près. Tous les 5 ans, il faut qu'on revienne pour maintenir notre milieu ouvert avec des espèces pionnières. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que lorsqu'on se promène en forêt, on sait qu'on est à proximité d'une mare ou d'une zone humide lorsqu'on commence à manger des moucherons. Il y en a quand même un petit peu. Il y en a quand même un petit peu. On a parlé de l'entretien de ces mares. Est-ce qu'il y a une saisonnalité, une périodicité qui est plus propice justement à l'entretien? Je pense à la nidification, aux périodes de chasse, à tout un tas de choses, tout un tas de facteurs qui, à un moment donné, vous limitent, vous aussi, dans votre activité. À quelle période vous pouvez intervenir? Alors nous, comme d'autres, on peut distinguer deux périodes. Idéalement, les espèces de faune et de flore, a fortiori, ne sont plus présentes dans la mare en plein hiver. Simplement, il y a un problème de taille, c'est qu'en hiver, il y a de l'eau. Donc pour éviter de perturber un maximum le milieu, tant au niveau de la portance dans le sol que des espèces qu'on peut trouver présentes dans la mare, on va intervenir plutôt à la période qu'on appelle l'étiage. Oui. Donc l'étiage, c'est le niveau le plus bas des eaux. Donc là, il n'y a pas de risque pour que les pelles... La ponte a été faite, etc. La ponte a été faite, les adultes sont élevés, ils sont partis, les libellules ont la capacité de voler en dehors, ou alors les pontes sont également en sécurité. Et là, il n'y a pas de risque par rapport aux intervenants manuels et aux intervenants mécaniques de s'enfoncer dans le lavage, etc. Enfin voilà, on est beaucoup plus tranquille. Ma dernière question, elle va concerner l'important justement de conserver et d'entretenir ces mares et ces différentes zones humides. C'est primordial pour le visage que nous offre la forêt aujourd'hui et surtout pour celui qu'elle nous offrira demain? Ben oui, c'est primordial parce que, encore une fois, les mares, elles sont là pour stocker de l'eau. Donc en période de plus en plus renouvelée, où on a des canicules, des sécheresses, etc., c'est important qu'on ait des zones où l'eau soit maintenue pour que nos espèces qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit les plantes dans un premier temps, mais les libellules, les batraciens, il faut qu'elles puissent accomplir leur cycle. On n'a pas parlé de coléoptères aquatiques, on n'a pas parlé de toutes les interactions avec les milieux autour, mais toutes ces espèces-là, elles ont besoin d'eau. On évoque beaucoup la sécheresse et les coups de chaud. Il faut aussi prendre le contre-pied. Une mare en période de crue, c'est une zone tampon. Elle stocke l'eau, elle empêche l'eau de se répandre un petit peu partout. Bien sûr. Les sphènes, notamment, qu'on pourrait voir sur des sites à proximité, elles ont une capacité de rétention d'eau de 7 fois leur volume. Donc ça vous donne une idée de la charge que ça peut capter et éviter que ça se répande ailleurs, mais aussi de la charge que ça peut restituer quand l'eau vient à manquer. Merci mille fois pour toutes ces informations, Michel. Merci à vous, Stéphane. Je vous laisse profiter de votre forêt, je retourne vers le parking. Et bonne journée. À bientôt.